Donc, métapsychologie freudienne et volonté de puissance. Alors maintenant que nous comprenons ce que Nietzsche entend par volonté de puissance, et surtout que nous comprenons mieux l'enjeu politico-généalogique auquel cette notion aboutit, je voudrais revenir, donc, dans le temps qui me reste, sur la manière dont Freud s'est en quelque sorte emparé de la problématique nietzschéenne de la volonté de puissance pour penser l'au-delà du principe de plaisir, qui ne désigne pas seulement un au-delà, comme on va le voir au sens d'un arrière-monde, bien sûr, mais bien au contraire, l'introduction à même le principe de plaisir d'un instinct de mort qui vient en quelque sorte décrocher la métapsychologie freudienne de tout horizon téléologique, en la forçant à faire retour sur une certaine agressivité, un certain excès, une certaine morbidité que la première topique freudienne ne prenait pas encore tout à fait en compte. En effet, il me semble que jusqu'à l'écriture d'au-delà du principe de plaisir, Freud pensait que, je le cite, le cours des processus animiques était automatiquement réglé par le principe de plaisir. Mais Freud note justement dans ce livre que la limite d'un tel point de vue est atteinte dès l'instant qu'on se met à interroger en profondeur les significations des sensations de plaisir et de déplaisir, qu'il interrogera après dans Le moi et le ça et dans l'économie du masochisme. Donc, interroger en profondeur les significations des sensations de plaisir et de déplaisir sur lesquelles repose la possibilité même de faire jouer le principe de plaisir. Car qu'est-ce que le plaisir au juste? À cette question, Freud répond, c'est intéressant pour nous, qu'il aurait été heureux de découvrir une théorie philosophique qui aurait pu lui donner plus d'informations à ce sujet. Il le dit au-delà du principe de plaisir. Ce qui aurait donc pu nous faire espérer que Freud convoque ici la pensée de Nietzsche sur la volonté de puissance, puisque c'est une pensée qui permet justement d'évaluer la valeur des sensations de plaisir et déplaisir qui traversent un organisme vivant. C'est même l'instrument de la volonté de puissance, c'est l'instrument pour définir la valeur des types de plaisir et de déplaisir. Sans pour autant, je dirais, essentialiser la signification qu'il faut donner à ces sensations. Toutefois, force est de constater que Freud, à ce moment-là de sa réflexion, n'y a pas recours. Et puisqu'il écrit, je le cite, « Malheureusement, on ne nous offre ici rien d'utilisable ». C'est à la page 5. Et qu'il se contente de définir les sensations de plaisir et de déplaisir à partir de la théorie biologique que en propose Gustav Theodor Fechner, dans quelques idées sur l'histoire de la création et de l'évolution des organismes. Théorie dont Freud pointe toutefois la limite en soulignant, c'est important, le fait que si tant est, et il prend ses précautions, que quelque chose comme le principe de plaisir ait un sens, celui-ci découle directement d'un autre principe qu'il présuppose, à savoir le principe de constance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le principe de plaisir sans poser au préalable le principe de constance, puisque c'est ce principe qui permet de comprendre pourquoi l'organisme éprouve du plaisir toutes les fois qu'il est capable d'évacuer une tension qui, sans cela, n'aurait cessé de croître intérieurement et donc aussi de faire augmenter la souffrance. Cependant, Freud ajoute, immédiatement après avoir fait cette remarque, qu'il serait peut-être plus adéquat encore de dire que ce principe de constance, bien loin d'être premier, a bien plutôt, je le cite, été inféré des faits qui nous ont été imposés, par l'hypothèse du principe de plaisir. Donc il fait l'hypothèse du principe de plaisir, ça lui permet d'observer la réalité, et de la décrire dans son fonctionnement, et ensuite il en induit qu'avant cela, il doit y avoir le principe de constance. Autrement dit, que le principe de constance, comme principe causal du principe de plaisir, procède en fait, à mon sens, du même type d'inversion entre la cause et l'effet que celui que dénonce Nietzsche vis-à-vis des concepts de sujet et de volonté. Donc ce qui est censé causer le principe de plaisir, le principe de constance, est en fait un effet rétroactif logique dont on a besoin pour venir justifier l'hypothèse de départ.
En ce sens, on pourrait donc ici, je pense, se risquer à dire que toute la métapsychologie freudienne qui précède l'écriture d'au-delà du principe de plaisir est une métapsychologie qui repose encore en partie sur la vieille psychologie naïve dénoncée par Nietzsche, c'est-à-dire sur un désir de contrôler le niveau d'excitation traversant un organisme vivant, de manière à pouvoir le tenir pour responsable de ses actes, et donc aussi punissable dès l'instant que son fonctionnement pulsionnel ne cadre plus avec les attentes du principe de constance. Autrement dit, sur une métapsychologie que l'on pourrait qualifier presque là d'anti-nietzschéenne, puisque c'est une métapsychologie qui juge comme bon tout ce qui ramène l'organisme vers une forme de repos et donc vers une forme de morale des esclaves. C'est aussi d'ailleurs ce que Georges Bataille, dans un court texte intitulé « Le paradoxe de l'utilité absolue », ça c'est dans les œuvres complètes au tome 2, page 147-152, c'est un fragment qui aurait dû faire partie de la notion de dépense et qui a été écarté. Et donc dans ce court texte intitulé « Le paradoxe de l'utilité », qui sont aussi des textes où Bataille réfléchit sur la notion de plaisir et de déplaisir à partir de Bentham, de Mill, etc., donc de la tradition anglaise. Autrement dit, alors, Bataille reproche à Freud dans ce texte, quand celui-ci se propose de définir la notion de plaisir comme, je cite Bataille, la libération d'une excitation gênante, autrement dit comme une forme de plaisir-conservation qui opère, je cite Bataille, une substitution inconsciente sous une forme prétendue scientifique. Donc c'est soi-disant une hypothèse scientifique, le principe de conscience, mais en fait c'est une projection inconsciente où on voudrait bien que le plaisir soit un niveau d'énergie au plus bas. Donc une substitution inconsciente sous une forme prétendue scientifique entre une représentation positive du plaisir, comme plaisir désirable, au fond comme plaisir intense, comme plaisir intensité, comme plaisir expression d'une volonté de puissance, et un principe de conservation d'un état prétendument agréable et qui est seulement un état non pénible. Substitution que Bataille qualifie pour sa part de, je le cite, méthode sénile, d'une prudence inhumaine et parfaitement dégradante. Fin de citation, page 149. Car c'est une méthode qui entend assigner à la vie elle-même une règle de prudence, de pondération, de modération, qui ne peut que faire passer pour une anomalie, pour une monstruosité, tout ce qui se place du côté du plaisir intense. Autrement dit, tout ce qui se place du côté du trop-plein, de l'excès, et donc, pourrait-on dire en termes lacaniens, tout ce qui se place du côté de la jouissance. Puisque, comme le rappelle Lacan dans une conférence qu'il donna à la Salpêtrière le 16 février 1966, je le cite, « Ce que j'appelle jouissance, au sens où le corps s'éprouve, est toujours de l'ordre de la tension, du forçage, de la dépense, voire de l'exploit. Il y a incontestablement jouissance au niveau où commence d'apparaître la douleur. Et nous savons que c'est seulement à ce niveau de la douleur que peut s'éprouver toute une dimension de l'organisme qui autrement reste voilée. » Fin de citation. Alors ça, j'ai trouvé la citation dans un livre de Jean Alouche qui s'appelle « L'ingérence divine » au tome 3, où il y a toute une section dédiée à Nietzsche. Et donc, c'est page 160 de ce livre de Jean Alouche, « L'ingérence divine » au tome 3. Parce que je ne sais pas si c'est une conférence de Lacan qui a été encore retranscrite. Je ne peux pas vous dire plus. En tout cas, la référence est tirée.